Bonjour Nina, Salut, Nicolas. ça va? Ouais, toi? Oui, ça va? Fraîchement? Alors, Tu m'entends bien? je t'entends bien, mais je ne te vois pas pour je sais pas quelle raison. C'est noir pour moi, mais peut-être que c'est juste pour moi. Ah, ça m'a fait ça avec mon premier live, mon premier invité. Jérémy m'avait dit que j'étais noire, alors, enfin que l'écran était noir. Ok. Est-ce Est-ce que que, tu est-ce que veux vous me voyez, les personnes qui sont là? Je sais pas s'il y a que des gens qui sont là. est-ce que vous me voyez bien toutes les deux? Tu me vois encore en Ouais, noir? ouais, je sais pas pourquoi. Ah, oui, tu sais pas. Mais je t'entends, tout va bien. Est-ce que tu as envie je me souviens ce qu'on avait fait avec Jérémy, c'est que on avait recommencé. Tu veux qu'on recommence ou t'es à l'aise comme ça? Non, t'inquiète. Tant que je t'entends, Ok, tout va bien. ça marche. Tu ne verras pas mon magnifique visage du jour. En tout cas, moi, je te vois et ça me fait super plaisir que tu aies répondu présente pour ce live d'aujourd'hui. Donc, Ben, merci de grand m'avoir invitée. merci Nina d'être là. Et donc, le thème de notre live aujourd'hui va porter sur la conscientisation de nos croyances et de nos programmes limitants et le lien avec notre corps. Parce que du coup, j'imagine qu'il y a des personnes qui vont nous écouter, qui te suivent et qui me connaissent pas. Donc, j'en profite toujours pour rappeler un tout petit peu ce qu'est Yota Infinity Movement. Donc je vais essayer d'être bref. J'apprends à être bref maintenant. Donc, Yota Infinity Movement, c'est né de ma propre pratique qui à la base était du yoga, parce que je suis certifiée professeure de yoga. Et aussi, je suis danseuse et chorégraphe professionnellement parlant. Donc, mon rapport au corps depuis toute petite dans cette vie a toujours été assez important. Donc, Yota, c'est un peu né de ma pratique. Et en effet, je me suis formée donc avec Nina au Theta Healing il y a 3 ans. Et du Theta, d'ailleurs, je ne sais pas si on en avait parlé toutes les deux, mais du Theta est né un petit peu tout un chemin sur l'inconscient, la méditation, le fait d'aller rechercher nos croyances qui nous bloquent, etc., etc. Et cetera. Et donc, c'est un petit peu comme ça que Yota est né. C'était un mélange de pratiques corporelles et de guérison de nos croyances, de nos blessures profondes, qui bien sûr ont commencé déjà par moi-même, un chemin assez profond. Et c'est un petit peu ce que j'ai commencé à partager avec toutes les personnes avec qui j'ai rencontré en atelier, en coaching, etc., etc. Donc finalement, aujourd'hui, Yota, bon, je dis que c'est une plateforme de service. Et je disais dans mon dernier live que l'objectif de Yota, c'est qu'un jour, ce soit un centre, un laboratoire de recherche sur nous-mêmes. On vient plus en tant que client ou en tant qu'élève, mais on vient vraiment par curiosité de se découvrir, peu importe que ce soit par le yoga, par la méditation, par le theta healing, par l'alimentation consciente. Donc c'est vraiment retrouver une vie consciente à tous les niveaux. Et aujourd'hui, j'ai invité Nina Cagnac, donc fondatrice de Pegasus. Elle va nous en parler un petit peu pour parler justement de ce fameux inconscient, de ce fameux monde intérieur et tout ce qui va avec. Pourquoi on aurait pu parler du Theta Healing parce que Nina est formatrice et elle va nous en parler dans quelques secondes de Theta Healing qui est une technique de méditation pour aller justement rechercher nos croyances limitantes. Mais si vous voulez, l'objectif de ce live pour moi, c'était de mettre en lumière surtout des connaissances et des mots que l'on emploie de plus en plus dans nos sociétés occidentales aujourd'hui, mais qu'au final, qui sont un petit peu employés à mauvais escient ou un petit peu, voilà, c'est un peu de la consommation des nouveaux mots tels que la guérison, l'âme, l'inconscient, mais on ne comprend pas vraiment dans quel contexte, à titre individuel, dans notre propre histoire, ça a vraiment sa place, quelles peuvent être les conséquences sur notre vie réelle. Et du coup, voilà, j'avais envie de parler un petit peu de tout ça et poser des questions à Nina pour pouvoir comprendre déjà tout notre monde intérieur
et savoir comment ça impacte notre quotidien dans la vie de tous les jours, donc notre corps. Parce que le corps, c'est ce qu'il y a de plus matériel dans cette vie pour parler de notre existence. On ne peut pas parler de quelque chose de plus concret que notre corps. Donc c'est pour ça que je reviens toujours au corps. Mais comme je le dis tout le temps, le corps, c'est aussi qu'une porte d'entrée qui permet d'apprendre à nous connaître, mais c'est pas tout, quoi. Ça ouvre des mondes vraiment infinis. Donc voilà, Nina, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour nous, nous dire un petit peu ton parcours, qui tu es, et voilà. Ouais, déjà merci de m'avoir invitée, Ifé, et tu m'avais raconté un peu comment ça avait évolué pour toi, et je suis toujours admirative de voir, j'ai envie de dire, les effets que le detailing peut avoir sur différentes personnes et comment ça peut se mixer avec différentes techniques. Et donc, tu vois, je suis toujours ravie de voir qu'on peut mixer avec tout. Euh, pour celles qui viennent de ta page et qui ne me connaissent pas, je suis Nina Cagnac. Je suis praticienne et formatrice dans le développement personnel dans une technique qu'on appelle le detailing, qui a été créée par une américaine qui s'appelle Vaiana Staibal. Euh, à la base, c'était pas du tout ce que je pensais faire. À la base, j'étais artiste, j'ai travaillé 10 ans dans l'illustration, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Mais comme le dit si bien Ifé, il s'est passé quelque chose dans ma vie qui fait que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à l'inconscient et ce qui se passe dans notre inconscient. Et pour moi, ça a commencé par l'hypnose quantique, où tu vas voir justement bah, d'où vient la source, l'origine de ton problème par l'état d'hypnose, et du coup travailler bah, dans ton inconscient, puisque l'hypnose, c'est ce que ça fait. Et effectivement, moi, ça a évolué maintenant vers le detailing, qui est vraiment aussi une pratique, c'est proche de l'hypnose, mais c'est plus de la méditation. Et le but est pareil, d'aller voir dans l'inconscient où se trouve l'origine de notre problème, qu'est-ce que notre inconscient est en train de créer, parce que ton inconscient est toujours en train de résoudre les problèmes qui n'ont pas été résolus dans l'enfance. Et une fois qu'on a trouvé en fait ce qui se passe dans ton inconscient, bah aussi on peut le changer. Donc c'est vraiment une technique qui mélange, j'ai envie de dire, la thérapie par la parole avec la thérapie énergétique, les soins énergétiques, et on mélange les deux pour permettre en fait à la personne de changer d'état d'esprit. Parce que comme tu le dis si bien, bah, quand tu changes d'état d'esprit, ton corps change, ta vie change, enfin, tout autour change. Donc, euh, donc pour moi, c'est fascinant. C'est fascinant, j'adore voir ce qui se passe dans la tête des gens. C'est un peu comme un puzzle à résoudre, et voir quelle est la logique, qu'est-ce qui fait que, avec quoi on a grandi autour de nous pour en arriver là, quoi. Fascinant, fascinant. Déjà, je voulais revenir un petit peu sur ce que tu disais par rapport à l'inconscient, etc. Enfin, moi, je voulais partir un petit peu dans notre conversation sur le fait que il y a deux choses pour moi. La première, c'est que quand on est, voilà, en tout cas, là, je parle, on est dans un modèle occidental. Donc, quand on est en général dans le modèle classique, on grandit avec notre maman ou notre papa ou les deux. On va à l'école à partir d'un certain âge, etc., etc. Donc, on nous parle à aucun moment dans tout ce qu'on appelle la petite enfance de notre développement. Alors, je vais aller direct droit dans le mille, de notre développement spirituel. Donc, qu'est-ce que j'entends par développement spirituel? À aucun moment on nous parle dans notre éducation ou dans la vie de tous les jours, la vie extrascolaire, etc., de tout ce qui concerne le monde intérieur. Moi, je sais que le mot monde intérieur, rien que ça, avant même de parler d'autres termes, c'est un mot qui est rentré dans ma vie, mais extrêmement tard. Tu vois, avec du recul aujourd'hui, je me rends compte que voilà, ça change et heureusement, il y a les générations qui arrivent, on leur parle de choses beaucoup plus tôt, notamment aussi quand même grâce à Internet, etc. Mais rien que le mot monde intérieur, c'est quelque chose, enfin, ça paraît bête et simple, mais j'aime bien partir sur des trucs très simples. C'est quelque chose qu'on entend hyper tard, enfin qu'on a entendu hyper tard. Et justement, ce qui fait que pour moi, donc la deuxième chose dont je voulais te parler, c'est que c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, le corps est hyper mal perçu dans nos sociétés occidentales, dans le sens où quand on parle du corps, on parle juste, si je vais dans l'aspect le plus sain, le plus healthy, comme on dit, possible,
on va nous parler simplement du fait qu'il faut manger des fruits et des légumes, que en effet, il faut faire du sport, il faut bouger. Enfin, tu vois, même quand tu vas un petit peu au niveau des gouvernements, des politiques, de l'éducation nationale, etc., de ce qui est fait, tout l'aspect corporel dans son plus positif, ça va s'arrêter vraiment à tout ce qui est sport, tout ce qui est alimentation, mais ça reste toujours des choses extérieures. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ma question, le début de notre conversation que j'aimerais déjà avoir, c'est plus sur le fait qu'est-ce que tu penses de ça déjà? Parce que, bon, moi je suis, pour ceux qui me connaissent pas, je suis hyper extrême dans mes mots, je suis un peu une drama queen, tout va bien, mais je trouve ça hyper grave, et c'est que mon opinion, bien sûr, il y a pas de pointage de doigt envers enfin, une spécifique personne ou une spécifique entité ou postulat, mais c'est plus de dire comment ça se fait que déjà dans nos sociétés actuelles et peut-être ces 50 dernières années, on nous a jamais parlé d'autre chose que l'aspect extérieur du corps. Et que si on n'avait pas eu la chance d'avoir un papa ou une maman peut-être qui faisait de l'astrologie ou voilà, je sais que moi je suis métisse, mon père, je le dis souvent, c'est vrai que grâce à lui quand même, quand j'étais petite, il me parlait un petit peu de l'esprit, etc. Mais à sa manière, parce que voilà, la tradition africaine, etc. Mais comment ça se fait qu'on n'a jamais parlé que la vie, c'est pas que l'extérieur, que le corps, c'est pas que l'extérieur et qu'il y a d'autres choses qui se passent. Alors, je te rejoins tout à fait. Là, je pense qu'on va parler de sujets qui devraient être abordés à l'école et qui ne le sont pas. Euh, je pense que c'est pas que en France, je pense qu'il y a beaucoup de systèmes éducatifs où finalement les choses les plus importantes, on les aborde même pas. On t'apprend à retrouver les capitales de chaque pays et à connaître les capitales des pays, mais effectivement, on t'apprend pas à connaître les capitales de ton propre corps. Like, oui. Tu vois, et mais et en même temps, j'ai envie de dire, tu vois, c'est intéressant parce que moi, j'ai grandi à la frontière de trois pays. J'ai grandi à la frontière de la France, la Suisse et l'Allemagne, donc je voyais les différences entre chaque pays. Donc il y a quand même des différences, c'est pas toujours abordé pareil, mais ça n'empêche que, en tout cas en Europe, l'intellectuel et finalement tout ce qui est relégué du corps, bah, c'est un peu, tu vois, c'est un peu caca, personne n'a vraiment envie d'y aller, quoi. Et, euh, et c'est tellement dommage. Mais en même temps, si tu regardes les profs qu'on a eus à l'école, enfin, même si tu t'amuses à les repenser à eux, ce sont des gens qui eux-mêmes ont créé tellement d'armure, ont créé tellement de protection envers eux et leur cœur, qu'ils sont même plus capables d'écouter leur intuition et leur cœur parce qu'on leur a toujours dit que ça ne se faisait. Enfin, en fait, non, c'est pas qu'on leur a toujours dit, c'est juste qu'en fait, on leur a même pas appris à écouter leur cœur. Mhm. Mais si je regarde, tu vois, par exemple, les écoles privées en Angleterre, je ne sais pas si c'est le cas en France, mais tu vois, les enfants font du sport tous les jours. Et déjà, rien que ça, bah, en fait, ça te montre que l'élite, ils savent que le sport, c'est important, parce qu'ils t'en font faire tous les jours. Ouais. Donc, je pense que tu vois déjà, il y a des petites différences de la même manière que je me souviens que j'avais vu un reportage, je sais pas si je prends les États-Unis, la cantine à l'école, elle est horrible, elle est sponsorisée par McDonald's, donc autant te dire que la nourriture est horrible, mais ils se rendent compte que si les enfants ont des difficultés à l'école, ben, on les met dans une école où la cantine, elle est mieux et leurs résultats augmentent. Donc, ça prouve bien que oui, l'alimentation, c'est tellement important, ce que tu fais avec ton corps, c'est important, comment tu l'entretiens, comment tu le perçois. Et puis, j'ai envie de rajouter, tu vois, il y a, comme tu dis, toi, tu es métisse, donc tu as encore un autre rapport avec ton corps où est-ce que tu appartiens à ce qui se passe. Mais j'ai envie de dire, tu vois, les filles, c'est pareil. Je pense qu'en tant que femme, en tant que petite fille, on a beaucoup plus de pression par rapport à notre corps que les garçons, même si tout le monde a sa propre relation avec son corps. Mm. Mais je pense que toi, si tu prends aussi tout ce qui se passe à la télé, les magazines, enfin l'image qu'on te donne de la princesse Disney, enfin bref, il y a vraiment de quoi complexer si on se compare à tout ça. Mais moi, tu vois, par exemple, quelque chose qui m'a beaucoup aidé quand j'étais jeune, ben pour le coup, c'est quand j'allais en Allemagne, c'est les saunas où tout le monde est à poil. Ouais. Parce que finalement, quand je me sentais pas bien dans mon corps, j'allais au sauna et je voyais toutes sortes de corps différents, tu vois. J'imagine. Et c'était tellement rafraîchissant, tu vois, de voir les vrais corps, quoi. Ouais, Les vrais ouais, tu m'étonnes.
Mais ça, c'est les pays nordiques. Moi aussi, je suis allée dans un sauna en Finlande. Ils n'ont pas le même rapport au corps. Donc, c'est vrai, merci de le souligner. Je parle des sociétés occidentales, mais il y a quand même des différences en fonction des pays. C'est vrai. Tout à fait. Mais dans l'ensemble, même si j'en parlais dans mon dernier live avec mon ancien prof de yoga, d'ailleurs, si vous voulez aller le regarder, il est sur ma page, où on parlait de la spiritualité et finalement, qu'est-ce que c'était? Parce que voilà, c'est pareil, aujourd'hui, avec l'émergence de la spiritualité dans nos sociétés occidentales, on va pas cracher dessus, on est content, mais de l'autre côté, il y a beaucoup de mauvaises informations aussi qui rentrent. Tu vois, pour être spirituel, il faut faire du yoga, il faut faire ceci, il faut faire cela. Alors que mon prof indien enfin, son opinion, c'était de dire que la spiritualité, ça commence déjà par l'illumination intérieure. Que quelqu'un peut pratiquer du yoga pendant 20 ans et ne pas du tout être spirituel, et quelqu'un peut être illuminé, plein d'amour et ne rien pratiquer du tout et être hyper spirituel. Donc tu vois, c'était super intéressant ce live, surtout pour ce sujet-là avec lui. Mon premier live, c'était sur l'alimentation, donc je fais toujours des choses en rapport aussi avec l'intérieur, parce que c'était un intervenant sur l'alimentation consciente. Donc on voulait vraiment mettre en avant avec l'alimentationniste, le professionnel que j'avais ramené sur le live, que avant de penser déjà aux aliments que tu manges, il faut conscientiser dans ta routine, ton mode de vie, tes pensées, à quel point elles influent sur tes choix de nourriture, etc. Enfin, il y avait pas mal de choses. Et donc, c'est pour ça que je voulais te demander aussi ton avis sur l'état un peu actuel, surtout, bon, malheureusement, on parle dans des temps qui sont un petit peu compliqués, spécialement aujourd'hui, où je pense sincèrement que l'être humain a besoin de se reconnecter et de se retourner vers lui-même et non pas vers l'extérieur ou tu vois ou s'accrocher à des croyances, des pratiques extérieures, etc. Mais plus que jamais quoi, plus que jamais. Et bah du coup, je trouve que notre discussion elle tombe vraiment pile poil parce que moi personnellement à mon échelle, je me sens plus contribuer à quelque chose en parlant de ces sujets avec toi que en allant dénoncer telle et telle chose. Mais ça, c'est moi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je pense sincèrement que pour avancer, pour évoluer vers le mieux en tant qu'être humain, il est important qu'on se retourne vers soi pour mieux se comprendre avant d'essayer de comprendre pourquoi l'extérieur est incompréhensible. Tu vois ce que je veux dire? Donc donc du coup, voilà, c'était un petit peu ma question d'entrée du live. Et maintenant, bah, du coup, j'ai plein de petites questions à te poser et puis on peut flower, on peut aller avec le flow de là. Bah, déjà, je voulais te demander, je vais faire comme si, j'aime bien me placer, comme si je n'y connaissais rien, que c'était la première fois que je parlais de tous ces sujets. Euh, Même si j'ai été formée en partie par toi, donc je connais très bien ces sujets. Mais je voulais te demander un petit peu, voilà, quand on rentre un peu dans tout ce qui est le domaine de la spiritualité, du travail intérieur, du shadow work, le travail de l'ombre, de ses blessures, etc. Déjà, je trouve que le thème, enfin le mot, c'est un mot, mais ça reste un thème aussi quand même, qui revient souvent, c'est l'inconscient. On parle beaucoup de l'inconscient. Bon, on a tous une idée de ce que c'est un petit peu. C'est la partie de notre cerveau, si on veut être un peu scientifique, dont on n'a pas conscience. Mais maintenant, avec toi, j'aimerais que peut-être que tu nous en parles, que tu nous expliques avec tes mots de manière plus directe. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça implique? Voilà, je te laisse. C'est Euh, large, je sais, mais je fais exprès. ouais, mais en fait, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Euh, En fait, j'ai envie de dire, tu vois, par exemple, on nous a souvent quelque chose qu'on entend tous, c'est qu'on n'utilise que 10%. Euh, En soi, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas tout à fait faux, parce qu'effectivement, Alors attends, comme ça a coupé pour moi, je sais pas si c'est que pour moi ou pour tout le monde. ok, Donc je dis-moi. vais, donc je veux bien que tu répètes au Ouais. cas où. Euh, Quelque chose qu'on a souvent entendu par contre dans notre société, c'est qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau, ce qui est Oui. pas tout à fait vrai et pas tout à fait faux. Mais effectivement, si je vais prendre tous nos cerveaux, ben 10% de notre cerveau représenterait le conscient et les 90 autres pourcents représenteraient l'inconscient. Donc, effectivement, consciemment, on n'utilise que 10%, mais on a besoin de tout cet inconscient parce que sinon, on ne fonctionnerait pas. Moi, j'aime bien prendre l'image que si je prends
une voiture, la voiture, c'est ton conscient. Le chauffeur, c'est celui qui décide Ouais. où est-ce que tu vas, qui prend la décision de tous les jours, à droite, gauche, qu'est-ce que je fais. Mais tu n'es pas en train de réfléchir consciemment à il faut que mon cœur y batte, il faut que j'inspire, que j'expire. En fait, il y a plein de choses que ton corps fait automatiquement qui sont pris en charge par ton inconscient. Ok. En charge énormément de choses sans que tu t'en rendes compte parce que c'est un peu comme des automatismes, c'est des choses qui, enfin, heureusement d'ailleurs qu'on n'a pas besoin d'y penser. Mais par contre, dans ton inconscient, du coup, tu vas trouver aussi tout un tas de choses. Tu vas trouver toutes les mémoires que tu as pu. Parce qu'en fait, tout, on se souvient de tout, tout a été classé, rangé. Tout événement dans ta vie a été classé comme bien ou mal, tu vois, comme un événement qui t'a fait du mal ou qui t'a fait du bien. Et tout ça, c'est Ok. rangé dans ton inconscient. Donc, la bonne nouvelle, c'est que comme tout est rangé, on peut y accéder. En général, il faut être en état, on appelle ça de conscience modifiée, mais il faut juste être en état méditatif pour pouvoir y accéder. Mais dans ton Mhm. inconscient, tu vas trouver aussi ton moi de survie, c'est-à-dire tout ce qui est lié à ton instinct et ta survie. Tu vas trouver une partie de ton inconscient qui essaye de résoudre les problèmes qui n'ont pas été résolus. Donc, dès qu'on a envie de se venger, par exemple, c'est ton inconscient qui essaye, en se vengeant, de vouloir résoudre quelque chose qui n'a pas été Mhm. résolu. Euh, En fait, tu vas trouver plein de choses dans ton inconscient qui sont là pour t'aider, ou du moins ton inconscient pense t'aider, et il le fait quelque part très bien, mais en même temps, la solution que lui, il a trouvée à ton problème à l'époque n'est pas forcément la solution qui te convient maintenant. Ok. Donc l'avantage de travailler avec ton inconscient, c'est que si tu modifies quelque chose dans les 90% de ton Ouais. cerveau, les 10%, ils peuvent que suivre. Et, et surtout, tu peux faire en sorte que ton inconscient travaille pour toi au lieu de travailler contre toi, si ça fait sens. Très. Ouais, non, moi, quand il y a du silence, c'est que je laisse process les informations. Ok. Euh, donc, enfin, c'est fou quand même. Enfin, tu as quand même dit que dans ces 90%, il y avait bon, bah, les mémoires, il y avait les manières de procéder qui se sont enregistrées, mais qui ne sont pas forcément euh, bonnes pour le présent. Donc, est-ce que tu penses que finalement notre inconscient nous dessert autant qu'il nous sert? Enfin, pour être un peu vulgaire dans la manière de le dire. Ouais, ouais. euh, j'aime bien l'image. Enfin, c'est drôle, c'est la formation que je viens de donner la semaine dernière, mais j'aime bien l'image, tu sais, tu prends un ruisseau ou la mer, tu sais, tu as un courant en surface et puis tu as un courant en dessous. Et le courant en dessous, il peut aller dans le même Mhm. sens ou il peut aller à contre-sens. Ouais. Donc, ton inconscient peut travailler pour toi ou contre toi. En soi, il n'est ni bon ni mauvais, c'est juste que ce que lui a mis en place, il peut y avoir un moment où ça ne te convient plus. Je Hmm. vais peut-être un exemple concret. Mais si par exemple tu as grandi avec des parents qui étaient violents avec toi ou entre eux, de voir ça en tant qu'enfant, ça a pu très bien te créer la croyance, et par croyance j'entends c'est la logique, ce qui est devenu vrai pour toi, c'est que la définition de l'amour qui est donnée par tes parents, qui sont les premières personnes représentent le couple, si tu vois qu'ils sont violents, peut-être que pour toi, tu vas grandir avec la croyance que l'amour, c'est quelque chose qui fait mal. Et dans ce cas, il y a plusieurs scénarios possibles selon comment ton inconscient interprète ça. Soit ton inconscient va dire l'amour, ça fait mal, donc en grandissant, on va éviter l'amour le plus possible, et je vais rester célibataire le plus possible parce que du coup, j'évite ce qui fait mal. Euh, Soit un autre scénario possible, c'est que du coup, ton inconscient pense que comme l'amour, c'est quelque chose qui fait mal, tu vas attirer à toi, du coup, des partenaires qui seront violents ou qui vont te faire du mal parce que ça correspond à la définition que tu as.
Je pense on doit être beaucoup à se reconnaître dans cet exemple. Merci Nina. Mais du coup, dans ce que tu viens de dire, ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire que la petite fille ou le petit garçon qui a enregistré cette vérité parce que c'était réel pour lui à ce moment-là que l'amour, ça fait mal, il avait besoin d'enregistrer cette vérité bah, pour survivre parce que s'il se dit que c'est pas vrai et comme il n'est qu'un enfant, il ne peut rien faire face à des parents qui lui font du mal, même psychologiquement, émotionnellement parlant. Donc il est plus favorable pour un enfant, enfin pour son inconscient, de se dire c'est normal, l'amour ça fait mal. C'est un peu une protection limite de l'inconscient parce qu'on est d'accord quand tu es adulte et que tu vis dans un foyer où ça fait mal, tu peux avoir cette marge de manœuvre de te dire j'ai le choix de partir. Quand tu es un enfant, tu n'as pas forcément cette marge de manœuvre. Donc pour toi, tu es chez toi, tu n'as pas le choix, tu subis des traumatismes, des fois même juste à titre émotionnel en fait, tu vois, des choses, des abus émotionnels ou du manque d'amour, etc. Tu te dis, bah, ton inconscient préfère dire c'est normal pour te protéger d'une situation que tu dois vivre tous les jours, mais en grandissant, quand là tu deviens adulte et indépendant et responsable, du coup, tu as encore cette croyance en toi dans ton subconscient, alors que c'est plus la réalité, mais malheureusement, cette information qui est devenue vérité dans ton inconscient, te fait attirer des situations toxiques ou douloureuses qui te font dire que l'amour, ça fait mal. C'est bien ça? Alors, tu peux le dire comme ça. Euh, Moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'entre 0 et 7 ans, un enfant n'a pas encore construit son esprit critique. Donc, encore, euh, il n'a pas encore la capacité de dire c'est bien ou c'est mal. C'est-à-dire que les 7 premières années sont tellement importantes Ok, parce que du coup, tout ce que l'enfant va vivre, voir, ressentir, ça va être pris comme une vérité parce qu'il n'a pas encore construit son esprit ok. critique. Donc c'est comme si toutes les informations qui rentrent à ce moment-là rentrent directement dans l'inconscient sans avoir le filtre du bon sens, tu vois. Mhm. Donc il n'a pas d'autre référence en fait. J'ai envie de dire, c'est juste qu'il n'a pas de référence à ce moment-là. Et c'est en grandissant que tu vas voir, peut-être, tu sais, peut-être que tu vas aller chez des amis, chez ta copine, manger à midi, puis voir que, ben, en fait, ça se passe différemment dans cette famille que dans la tienne. Carrément. Euh, et tu vois, et c'est à un moment donné, tu vas être confronté moi j'aime bien dire à des contrastes, tu vois, tu vas être confronté à d'autres choses, et c'est par le contraste que tu vas apprendre, c'est parce que tu vas voir que d'autres font différemment, qu'il y a une partie de toi qui va se dire, mais peut-être que ce que j'ai vécu, c'est pas normal. Euh, mais je pense que c'est quelque chose qui arrive plus en même temps que tu grandis, et du coup, en même temps que tu grandis, bah, tu vas te rendre compte que bah, ça doit changer, parce qu'en en fait, c'est pas ce que tu veux, ou peut-être que c'est ce que tu veux, mais en fait, tu vas avoir la possibilité de choisir ce que tu veux garder, ce que tu veux pas garder. Ok. J'ai tellement de questions, de choses qui me viennent, si tu savais, mais je sais que c'est pas une conférence, c'est un live, donc j'essaie de me calmer dans ma tête, mais c'est tellement important. Mais du coup, on est d'accord que, à part peut-être les gens qui nous regardent, ta communauté, des communautés spécifiques, la plupart des gens des adultes ne font pas ce travail de leur 0 à leurs 7 ans, de ce qu'ils ont vécu. Enfin, moi, je sais que dans mon quotidien, dans mes différents milieux, que ce soit la danse, etc., bah, la plupart des gens, ils n'ont pas fait de travail. Au mieux, ils vont voir un psy pour parler un peu de ce qui s'est passé, mais ils n'ont pas fait de travail de changer leur conditionnement qu'ils ont intégré naturellement en tant que référence de 0 à 7 ans. Du coup, enfin, c'est ma dernière question généraliste, mais est-ce que tu penses que c'est aussi pour ça que enfin, l'état du monde est un peu critique aujourd'hui? Ah, complètement. Complètement. Parce que je pense qu'il y a deux choses qui vont te pousser à travailler sur toi. Soit tu fais, soit il t'arrive un gros truc comme un burn-out ou une grosse dépression Ouais, ou une grosse maladie ou quelque chose qui va te stopper dans ton avancée et tu sais, comme un mur. Et puis là, tu vas te retrouver face au mur et il va falloir le regarder, ce mur. Et effectivement, je pense que beaucoup de gens choisissent le psy. Et encore, pas toujours, tu vois, parce que même le psy, parfois c'est mal vu. D'aller chez le psy, c'est pour les fous. Donc tout le monde n'y va pas. Tout dépend de comment toi tu le vois, parce que on a aussi grandi
sans savoir demander de l'aide, à qui demander de l'aide. Donc après, tu te retrouves dans cette jungle de OK, je sais que je vais pas bien, j'ai besoin d'aide, mais vers qui est-ce que je me tourne et qui est la bonne personne pour moi? Et c'est pas évident de faire un tri. Et puis je pense aussi qu'il y a des personnes, tu vois, qui peuvent aussi avoir un éveil ou quelque chose aussi qui leur arrive qui fait que ben, tout d'un coup, ils se retrouvent face à ce qui s'est passé. Et puis je pense aussi, tu vois, qu'il y a des gens comme moi où moi j'ai grandi en pensant que il y avait, enfin, mon enfance, elle était top, qu'elle était parfaite et qu'il n'y avait pas de problème en fait. Et j'ai mis du temps en fait à devoir, j'appelle ça enlever mes lunettes roses, mais tu vois, j'ai mis du temps à devoir me rendre compte que tout n'était pas parfait. Et ça ne veut pas dire que mon enfance était horrible, tu vois, mais qu'il y a des choses qui ne me conviennent pas en fait. Et j'ai mis du temps à voir les choses telles qu'elles le sont. Mhm. Euh, mais effectivement, je pense que dès qu'on commence un travail sur soi, aller voir la période de 0 à 7 ans, c'est tellement important, tellement important. Parce que bien sûr, Ouais, il y a des choses après, mais qui sont souvent des répétitions de ce qui s'est passé dans l'enfance. ouais, c'est des répétitions. Déjà, je voulais juste faire une petite parenthèse, mais moi, enfin, il n'y a pas énormément de gens, mais j'ai quand même beaucoup de gens qui m'ont déjà dit, même dans des sphères de travail qui ne sont pas liées forcément à la spiritualité, parce que je suis aussi prof de danse. J'ai des élèves, par exemple, qui m'ont déjà dit, mais je ne sais pas vers qui aller. C'est ça le mot. Et tu l'as dit, et ça, je trouve ça hyper fort. Et, euh, et justement, donc, comment toi, pour quelqu'un qui commence, tu vois, ce chemin vers soi-même et qui se rend compte que, ah bah, en fait, c'est ok de dire que j'ai vécu des choses qui m'ont blessée dans mon enfance, parce que comme tu l'as dit, il y a beaucoup de gens qui ont des lunettes roses. Même moi, à mon niveau, j'en ai eu. Et je me suis, enfin, pour raconter mon histoire personnelle, très brièvement aussi, mais euh, je- ma propre famille m'a reproché de me plaindre. Donc des fois, ça peut aussi aller à des points où, quand on commence à vouloir un peu enlever les lunettes ou diguer un peu plus profondément, on te fait passer pour la personne qui est indigne, qui a aucune reconnaissance envers ses parents, qui a aucune reconnaissance envers ce qu'on leur a apporté. Donc rien que déjà d'approcher ce travail sur soi-même, déjà il peut y avoir 30 000 freins. Enfin, c'est quand même important de le dire, quoi. Enfin, tu vois, j'ai pas, moi, parler de ce sujet-là aujourd'hui, j'aime bien toujours mettre en perspective tout ce qui peut se passer aussi, parce que c'est pas aussi simple de se retourner vers soi. Il peut y avoir pas mal de freins. Mais c'est là où il faut comprendre l'importance que c'est aussi un chemin qui est vachement individuel, euh, presque une responsabilité. Et c'est peut-être pour ça aussi que la plupart des gens ont peur ou ne le font pas ou se sentent pas capables ou n'ont pas les outils. Donc, pour quelqu'un qui regarderait ce live et qui peut se sentir dans ces situations, ou qui a peut-être même commencé ce travail, mais qui se sent, parce qu'on sait que le travail, le début du travail, c'est que le début, peut se sentir freiné par X raisons. Euh, Est-ce que toi, tu pourrais donner peut-être un conseil sur comment appréhender ce travail sur soi? Comment est-ce que d'abord ce serait peut-être regarder des vidéos sur ce que c'est l'inconscience, sur ce que sont des croyances, sur ce que sont les mémoires? Est-ce que le mieux c'est de se faire accompagner? Enfin, je sais qu'il n'y a pas de méthode particulièrement mieux, mais est-ce que toi tu aurais un avis, un conseil sur ça ou pas? Alors, tu l'as vraiment bien dit. Je pense que c'est extrêmement individuel et que chacun va avoir un parcours très différent. Euh, je prends un exemple, mais il y a des gens, tu vois, qui vont se mettre à faire beaucoup de sport et qui vont passer par le corps. Et là, on tombe dans l'extrême, tu vois, où ils font vraiment trop de sport, Hmm. mais ça va être un début, tu vois. Et je me dis, tu vois, les gens, par exemple, qui sont attirés par le sport, ben, peut-être qu'ils vont s'intéresser à des techniques qui passent par le corps plutôt que le mental. Donc peut-être que tu vois, comme tu disais, le yoga pour toi, bah, peut-être que pour ces personnes, faire du yoga ou faire de la danse extatique ou faire des choses qui passent par le corps, ce sera peut-être un meilleur moyen de commencer le parcours. Alors que des personnes qui ont besoin de comprendre le pourquoi du comment bah, vont probablement se diriger euh, vers une méthode où on va décortiquer l'enfance, que ce soit un psy traditionnel ou que ce soit des choses comme moi je fais, l'hypnose
ou le detailing, mais ça peut très bien être aussi n'importe quelle thérapie où tu parles. Et puis il y a des gens qui vont préférer aussi, tu vois, passer par des choses, tu vois, je pense à l'access bar ou les massages ou des choses où en fait, il y en a, tu vois, ils ont tellement peur d'aller voir ce qui se passe qu'ils vont passer par des trucs où ils ont rien besoin de faire, tu vois, où ils ont juste à s'allonger, puis la personne va les manipuler et ça va, tu vois, l'ostéopathe, moi je pense à l'ostéopathe ou le Ouais. chiropracteur, tu vois, ça peut être des méthode où ben, quand tu n'es pas encore prêt à aller voir les trucs, ben, ça peut déjà relâcher des choses dans ton corps, ça peut déjà aider ton corps à faire sortir des émotions qui ont pu rester, sans forcément aller voir tout de suite les choses, parce que pour moi, ça se fait par palier. Tu vois, si je prends mon exemple à moi, ben, moi, finalement, ça a commencé par les cartes de tarot. Euh, Ouais. tu vois, c'est un peu bête à dire, mais en même temps, c'est juste, tu vois, moi j'ai commencé à tirer les cartes de tarot et à me rendre compte que bah, les cartes me montraient ce qui se passait à l'intérieur de moi et posaient des mots sur ce que moi j'arrivais pas encore à poser de mots. Et, euh, et j'ai pris ça comme un miroir, tu vois, comme une manière de voir ce qui se passait dans ma tête. Mais pour moi, ça a commencé par ça. Et puis après, je suis allée dans l'hypnose. Je suis allée voir d'abord les vies passées. Parce que finalement, je n'étais pas prête d'aller voir mes problèmes avec papa, maman tout de suite. Mhm. Et moi, aller voir ce qui se passait dans les vies passées, ben, ça a été, quelque part, ça a été plus facile. Ça a été plus facile parce que même si c'est un truc qui se passe dans une vie passée, ben, c'est pas là, moi, tout de suite. Ouais. Et puis une fois que je ne fais pas, ben, j'ai pu aller voir tout ce que j'ai mis sous le tapis, tous les trucs papa, maman que je pensais ne pas avoir. J'ai pu aller. Ouais, c'est un peu comme si tu construis en toi la force d'y aller, en fait. Je Ah, pense qu'on peut pas y aller c'est beau ça. trop d'un coup, trop directement. Mais si j'ai un conseil à donner, par contre, c'est vraiment la technique n'a pas d'importance, c'est de vraiment choisir la personne que tu vas voir. Même parce Mhm. que dans toutes les techniques, il y a des personnes qui sont bonnes ou mauvaises. Donc, tu vois, je pense à des gens qui sont allés voir des psys pendant 10 ans, ça n'a rien changé dans leur vie, alors que s'ils étaient allés voir quelqu'un d'autre, ça aurait peut-être tout changé. Donc, moi, j'ai envie de dire, ce qui est hyper important, c'est d'aller voir quelqu'un avec qui on résonne, avec qui a les mêmes valeurs que nous, quelque chose qui nous appelle, et de vraiment choisir une personne plus qu'une technique. Ok, hyper important. De choisir une personne plus qu'une technique. Ouais. Ok. Bah, merci beaucoup pour cette réponse hyper complète. Du coup, une fois, enfin, maintenant que cet aspect un petit peu nouveau a été discuté, j'ai envie de rentrer un petit peu dans le thème de toute cette spiritualité, de tous ces mots dont je parlais qui sont de plus en plus employés. Et j'aurais aimé, donc, tu en as parlé déjà, mais que tu nous parles un tout petit peu plus en détail de ce qu'est une croyance, techniquement parlant. Euh, et de comment elle impacte positivement et négativement notre vie. Ouais, Et ouais. est-ce que, excuse-moi, je complète ma question pour pas t'interrompre. Est-ce que, enfin, quel est le lien entre la croyance et la mémoire? Et donc, pour le coup, définir aussi ce qu'est une mémoire. Ok. Ok. Euh, alors, je vais commencer par la mémoire parce que c'est plus facile. La mémoire, c'est juste le souvenir de quelque chose, sachant que ton souvenir de quelque chose va forcément être teinté par ton filtre à toi. Et quand je dis teinté par ton filtre à toi, c'est-à-dire que la manière dont tu te souviens des choses va être propre à toi et aux émotions que tu as ressenties à ce moment-là. Je prends un exemple, mais tu prends deux personnes qui partent en vacances au même endroit. Quand les deux personnes reviennent de vacances et te racontent leurs vacances, tu as l'impression qu'elles sont allées à deux endroits différents parce qu'elles te racontent deux choses différentes, alors qu'elles ont vécu les mêmes choses. Donc, pour moi, la mémoire, c'est il y a les faits, mais il y a aussi comment tu as vécu les choses, et tout ça, ce sera dans la mémoire. Ok. Les croyances, les croyances, c'est si tu regardes un enfant, il ne sait pas encore ce qui est bien et mal. Il grandit avec, voilà, il se passe tout ça. Et en fait, les croyances, c'est quand tu as décidé de ça, tu allais classer comme quelque chose de bien et ça, tu allais classer comme quelque chose de mal. Que ça, tu allais classer ça comme quelque chose, comme étant la vérité vraie. Euh, donc, c'est un peu, c'est, on a besoin des croyances parce qu'on se construit dessus, mais dans toutes les croyances qu'on a,
nous, on fait la différence entre, il y a les croyances qui sont limitantes. Donc, les croyances limitantes, c'est ce qui va t'empêcher d'évoluer tel que tu es censé évoluer. Et tu vas avoir les croyances qui sont bénéfiques pour toi, dont tu as besoin pour aussi évoluer. Donc, pour moi, les croyances, c'est un peu les fondations sur lesquelles tu construis toi, ton rapport aux autres, ton rapport à la vie, ton rapport à toi, mais qui pour toi était teinté. Et là, les croyances, on peut aller loin, mais ça va être teinté par tes expériences dans l'enfance, ça va être teinté de ce que tes ancêtres, eux, croient. Ça va être, parce que là je parle du transgénérationnel, mais tout ce que nos ancêtres croient, eh ben, ça t'a été transmis directement ou indirectement. Mais je pense, un truc tout bête, mais notre rapport à l'argent, il est forcément défini par nos parents et les parents de nos parents et comment eux ils voyaient l'argent. Euh, Par exemple, il va y avoir aussi ce qu'on appelle, nous, la conscience collective. Mais alors, la conscience collective, c'est vraiment, si je prends la société, voilà, je prends le terme société, Mhm. parce que bien évidemment, si tu as grandi en France et si tu as grandi ailleurs, ben, tu vas pas du tout grandir avec les mêmes croyances. Et, et à ça, tu pourrais rajouter les vies passées, mais j'ai envie de dire, c'est pas nécessaire parce qu'il y a déjà tellement à faire avec tout ça. Que c'est déjà bien si tu arrives à faire le tri avec tout ça. Voilà. Alors, où est-ce qu'une croyance, où est-ce qu'on la trouve, cette croyance, en fait? Alors, si je parle techniquement, à différents endroits du corps, les croyances de ton enfance, tu vas le trouver dans le lobe frontal, tout ce qui est ancestral, tu vas le trouver dans le glande pinéal, tout ce qui est société, tu vas le trouver dans ton aura, si je devais le placer géographiquement quelque part. Euh, mais en soi, en soi, j'ai envie de dire, je pourrais avancer dans la vie et me cogner à des croyances tout le temps. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que tout ce que je fais dans ma vie est basé sur mes croyances. Euh, Tu parlais tout à l'heure de ton rapport à la nourriture. Par exemple, le rapport à la nourriture est complètement basé sur tes croyances. Euh, il y a des gens qui, comme tu dis, se nourrissent parce que leur corps, ils pensent que c'est une machine et qu'il faut mettre l'essence dedans et je vais manger sans vraiment penser à quoi je mange. Puis tu as des gens qui vont manger parce que selon comment ils se sentent émotionnellement, ils vont manger plein de sucre ou plein de sel ou plein de choses. Et tu peux avoir la personne qui, en conscience, écoute son corps et de quoi ton corps a envie pour manger. Et tout ça, ça va être basé en partie sur tes croyances, en fait. Mhm. Donc, en fait, finalement, c'est réel quand on dit que tout est croyance dans la vie, quoi. Ouais, Qu'il n'y a pas forcément une réalité de bien ou de mal, quoi. C'est vraiment tout est croyance, quoi. ouais. Je suis... Enfin, complètement. Je pense que vraiment, il n'existe... La vérité n'existe pas et que chacun a sa vérité. Ouais. Tout à fait d'accord. Alors, pour, pour l'aspect technique, quand tu nous parlais du lobe frontal, de la glande pinale, etc., euh, comment justement tu expliques que des choses aussi invisibles et abstraites qu'une croyance euh, peut se loger dans quelque chose d'aussi concret qu'une glande pinéale ou un lobe frontal. Enfin, quel est comment. Enfin, ma question, elle est un peu complexe même pour moi-même, mais ce que j'aimerais savoir, avoir ton avis, c'est comment on peut avoir des données aussi impalpables dans des choses aussi palpables telles que le corps. Il est où le lien en fait, quoi? Euh, alors, pour le coup, je vais vraiment me baser c'est sur les recherches qu'on a pu faire. Mais par exemple, ton lobe frontal, comment dire, c'est là où quand tu vas grandir, où tu vas connecter les neurones, j'ai envie de dire ça comme ça, mais en fait, tout ce que tu vas apprendre va venir se mettre dans ton lobe frontal. Après, c'est des D'accord. choses qui ont été étudiées. On peut mettre ce qu'on appelle des encéphales, je ne sais jamais dire ce nom, mais des machines en fait qui mesurent ce qui se passe dans Ouais. ton cerveau dans certaines réactions. Donc on sait que c'est cette partie-là qui est vraiment responsable de ce avec quoi, en fait, qui va se construire au fur et à mesure que toi tu grandis. Euh, Mhm. Tout ce qui est ancestral, on le met dans la glande pinéale parce que c'est là où il y a le champ morphogénétique. En fait, si tu veux, je pourrais dire que c'est dans ton ADN. Mais ton ADN, certes, il est partout, mais en fait, Mhm. c'est ta glande pinéale qui va décider ce qui se passe dans tout le reste. En fait, c'est un peu comme si c'était la salle de contrôle de tout le reste.
D'accord. Donc, effectivement, on peut dire que toutes tes croyances ancestrales, en fait, quelque part, elles sont dans ton ADN, elles sont partout. Et je parlais de l'aura pour le reste parce que, alors pour le coup, je ne sais pas qui aurait dit ça, mais on considère que tes vies passées, les énergies de tes vies passées sont dans ton aura et que, par exemple, quand on parle de tout ce qui est conscience collective, ben, si je prends par exemple la croyance que euh, le sida est incurable, si on va prendre ça, tu vois, parce que par exemple, il y a des gens qui ont guéri du Bien sida, mais sûr. là, on va dire 99% de la société pense qu'on ne peut pas en guérir, ben c'est un peu, imagine ça un peu comme si c'était des influences extérieures qui du coup ne viennent pas de toi, mais qui viennent quand même, tu vois, qui restent dans ton champ énergétique. Parce que aura, c'est un autre terme pour juste dire champ énergétique. Donc c'est un peu comme si ça flottait autour de toi, tu vois. Donc, c'est des choses auxquelles tu as accès, mais qui ne sont pas non plus à l'intérieur de toi. Très clair. Très, très clair. D'ailleurs, merci, tu viens de définir ce qu'est l'aura. Je voulais en parler plus tard, mais l'aura, c'est un champ énergétique autour de toi. Parfait. Tu parlais du transgénérationnel, donc connecté aussi avec cette notion d'ancêtre. Est-ce que tu pourrais nous définir un petit peu qu'est-ce qu'elle est cette notion de transgénérationnel, même si tu as déjà un petit peu parlé de comment ça nous impacte, et surtout de nous définir un petit peu aussi qu'est-ce que c'est qu'un ancêtre en fait? Qu'est-ce qui rentre dans le terme ancêtre? Qu'est-ce qui ne rentre pas dans le terme ancêtre? Parce que, bah, pareil, le mot ancêtre, enfin, surtout moi, je l'entends, mais à toutes les sauces, de manière vraiment constante en ce moment. Euh, mais j'aimerais avoir ton avis. Voilà, qu'est-ce qu'un ancêtre? Qu'est-ce que le transgénérationnel? Et pourquoi on en parle en fait de plus en plus? Alors, ok. Effectivement, tu vois, je pense qu'il y a des cultures où les ancêtres sont beaucoup plus respectés que dans la nôtre. Je pense que pour nous, tu vois, ancêtre, ça peut. Je pense qu'on a perdu notre connexion avec ce que ça pourrait vouloir dire. Mais si tu vois, genre les tribus ou d'anciennes cultures, il y a des gens qui ont même un autel pour se souvenir des ancêtres. Tu vois, c'est un peu. Bon, certes, c'est ton arbre généalogique et c'est toutes les personnes qui sont dans ton arbre généalogique, mais, mais en fait, c'est plus que ça. En fait, c'est toutes les. Si on prend l'humanité, entre l'âge de pierre et maintenant, on a évolué. Mais on a évolué grâce à chacun de nos ancêtres qui a appris quelque chose, qui a transmis, qui a appris quelque chose, qui a transmis. Et en fait c'est un peu comme si c'était nos bagages, j'ai Mm. envie de dire, D'accord. avec lesquels on arrive, avec lesquels on est né, parce que moi je pense que nos ancêtres, les fameux problèmes qu'eux n'ont pas résolus, ben, nous on est là pour les résoudre pour eux. Et que tu vois, chaque génération apprend de la génération d'avant, tout en venant en même temps enseigner à la génération d'avant qu'on peut faire les choses différemment. Donc je pense en fait qu'il y a un enseignement qui va dans les deux sens. Euh, mais je pense que les ancêtres, grosso modo, bon, en Theta Healing, on dit que ce qui est important, c'est surtout les 7 générations au-dessus, que c'est celles qui t'impactent le plus. Euh, Les mais 7 générations au-dessus, hein. ouais, C'est marrant, le 7 générations chiffre au-dessus. 7, il revient tellement souvent. Ouais. Ouais. Euh, que au-delà, ça t'impacte moins, mais ça pourrait encore t'impacter parce que bon, on est là depuis longtemps. Euh, mais tu vois, je pense que c'est. Moi, j'ai beaucoup de gratitude pour nos ancêtres, je vais le dire comme ça. Mhm. Parce que je pense que tout ce qu'ils t'ont transmis, ils te l'ont transmis en pensant que c'était la meilleure chose. Et qu'ils ne se sont pas rendus compte eux-mêmes qu'ils te transmettaient dans le lot aussi des croyances limitantes. Euh, Des et des choses fardeaux qui même t'ont des fois. des fardeaux. Des fardeaux. Tu vois, je vais prendre typiquement, tu vois, le non-dit dans la famille, le secret de famille. Ben, le secret de famille, il est secret parce qu'on pense que si on le garde secret, c'est pour te protéger. Tu vois, c'est pour te protéger que tu ne saches pas exactement ce qui s'est passé parce que ça pourrait t'impacter. Donc, à la base, ça part d'une bonne intention, mais ça peut très bien se transformer en quelque chose de limitant parce que tu sais qu'il s'est passé un truc, tu ressens qu'il s'est passé un truc, mais tu sais pas quoi. Et ça, par Mhm. exemple, c'est vraiment pourrir ta vie, quoi. Mhm. Ah bah carrément, clairement, ouais. Euh, donc, tu vois, ça, typiquement, le secret de famille, ce serait un truc transgénérationnel.
Puis si toi, ça te pourrit la vie maintenant, bah, va falloir que toi, tu ailles le travailler. Et en même temps que tu vas le travailler, bah, tu vas le travailler toi dans ton coin. Tu vas pas forcément le travailler à un repas de famille, tu vois, avec tout le monde. Euh, mais comme toi, tu vas le travailler dans ton coin et comme ben, du coup, l'ancestral, c'est dans ton ADN, si tu le changes chez toi, ça va changer ton ADN et du coup, ça va changer l'ADN de toute ta famille en fait. Mhm. Euh, Est-ce que tu dirais donc, bah, finalement, pour travailler sur le transgénérationnel, il faut travailler sur ce que nos ancêtres nous ont légué quelque part. C'est Ouais, ouais. tout à fait, c'est ça en fait, travailler sur le transgénérationnel. Ce qu'ils nous ont légué, mais en fait, quand tu découvres que tes ancêtres, ils t'ont laissé des gros bagages, ta première réaction, c'est un peu la colère, tu vois. C'est un peu de dire, mais pourquoi t'as pas résolu ton problème? Bordel! Maintenant. Et, euh, et je pense que c'est un peu trop blanc ou noir de regarder les choses comme ça. C'est pour ça que j'aime bien dire, tes ancêtres, ils t'ont transmis ça en pensant te protéger, en pensant pour ton bien et faire les choses correctement, parfois. Euh, et je pense qu'il faut pas oublier d'avoir de la gratitude pour eux en disant, ben, ok, je sais que tu as fait du mieux que tu as pu, que tu n'avais pas les outils que j'ai aujourd'hui, que tu n'avais pas la conscience que j'ai peut-être aujourd'hui, que tu n'avais peut-être pas envie d'aller regarder à l'intérieur comme moi. Donc, merci pour ce que tu m'as transmis, mais non merci. Tu vois, c'est un peu le merci, mais non merci, j'en veux pas, quoi. Merci, non, merci. Ouais. Euh, et de Mais dire, alors, ben, moi, tu vois, en fait, je vais te montrer comment on peut faire les choses différemment et ne pas hésiter à. J'aime bien dans de briser cercle, de cycle. Mais tu vois, j'aime bien cette idée de dire que chaque nouvelle génération vient briser un cycle et vient clore un cycle. Là, si tu veux, qui a été délégué comme ça, quoi. bah, justement, là, tu parles de briser un cycle, de clore un cycle. Moi, je parle aussi de l'information qui est dit qu'apparemment, dans l'ère d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont nés et qui vont naître pour casser des cycles, pour être la personne de la famille qui vient résoudre un peu tout ça. Mais ça, c'est relié un peu à ce que je te disais tout à l'heure, ce que je te demandais tout à l'heure. Quand tu commences ce travail intérieur sur toi, euh, peu importe par quelle pratique, mais que progressivement tu en viens à ton enfance, puis à tes ancêtres, ce qui a été légué, etc., et que tu te rends compte de ces fameux bagages dont tu parles, et que tu as cette fameuse colère, haine, frustration, tu en veux, mais tu sais pas vraiment à qui. Euh, des fois, ça peut paraître interminable, pour être très honnête, à titre personnel, mais aussi dans mon entourage. Hein, je parle un peu du quotidien. Je ressens beaucoup de fatigue, même de la part de ce qu'on appelle les light workers, les gens qui travaillent sur eux, qui ont cette conscience, qui veulent s'éveiller de plus en plus et résoudre des karmas. On parlera de ce que c'est le karma, vous inquiétez pas. Mais justement, comment face à toute cette frustration, cette colère qui naît quand tu commences à travailler sur toi, justement, et à te retourner vers toi pour changer un peu l'histoire, et que ça, en même temps, parallèlement, ça te paraît interminable et fatigant, etc. Comment tu peux affronter tout ça, en fait, en tant qu'être humain? Parce que, mine de rien, on reste des êtres humains et ça peut être ce travail sur soi, même si on sait que c'est la vraie porte de sortie, ou en tout cas vers quelque chose de mieux, il peut être quand même assez épuisant physiquement, moralement, émotionnellement. Comment pallier un peu à ça, à ton avis, parallèlement au fait que tu continues à faire ce travail sur toi? Alors, la première chose, j'ai envie de dire, c'est que si on ressent cette colère, ce qui est hyper important, et ça peut paraître bizarre de dire ça, mais c'est de laisser cette colère sortir. Parce que dans ces moments-là, il n'y a rien de pire que de ressentir de la colère, mais de ne pas l'exprimer et de le mettre en bouteille à l'intérieur de toi, tu vois, et de le garder. Ce serait la pire chose que tu peux faire parce que du coup, la colère, elle vient te ronger toi et c'est un peu tu vois, de la rouille avec le temps, tu vas rouiller de l'intérieur. Donc, j'ai envie de dire, en fait, la première chose à faire, c'est d'être OK avec la colère, de ne pas culpabiliser, de ressentir de la colère et de laisser justement toutes ces émotions sortir, un peu comme si tu vomissais, tu vois, mais vraiment de laisser
ça sortir, que ce soit à l'écrit, tu vois, il y en a qui écrivent des lettres de haine, des choses comme ça, que ce soit en hurlant dans la forêt, que ce soit tu vois, il y a des endroits maintenant où tu peux aller taper des murs et détruire des choses et faire des choses comme ça. Euh, Peu importe comment c'est, la manière que tu choisis de le faire, c'est important de le faire. Parce Hmm. que, en fait, euh, la résolution ne peut arriver que quand tu t'autorises à vraiment sortir ce que tu as besoin de sortir. Parce que je pense que tu vois, il y a un niveau après, une fois que tout ça c'est sorti, tu peux arriver dans la paix, le calme. Et en fait, le but c'est d'arriver au but ultime qui est la compassion. Parce que quand tu vas arriver dans la compassion pour tes ancêtres, là il y a beaucoup de choses qui vont se résoudre. Euh, mais tu passes pas comme ça de la colère à la compassion. Il y a Oh des non! étapes. Il y a des étapes, tu vois. C'est les fameuses, c'est un peu les mêmes étapes que les étapes du deuil ou les étapes du changement, tu vois. Tu vas passer par le déni, la colère, la tristesse, enfin, tout un tas de choses pour arriver jusqu'à à la compassion. Euh, donc je pense qu'on peut pas, il faut être patient avec soi parce que tu peux pas accélérer les choses plus que ça. Tu peux juste te Ouais. permettre toi de sortir. Et ça peut être par la danse, hein, d'ailleurs, tu vois, ou le yoga ou par autre chose, mais laisser exprimer tout ce que tu ressens. Parce que si tu regardes la nature, et là, je vais prendre les animaux, euh, mais si tu prends, j'aime bien prendre cet exemple en formation, mais si tu prends une antilope, tu vois, qui court dans la savane, bah, elle court dans la savane, elle vit sa vie, tout va bien, puis tout d'un coup, il y a un lion qui la poursuit, puis elle court, elle court, elle court, elle court, elle court, et puis son système nerveux, il est Ouais. tout, enfin, il est en feu d'artifice parce qu'elle est en mode survie, elle court, et si par miracle elle échappe au lion, bah, la première chose qu'elle va faire, c'est elle va trembler pendant peut-être 1 heure, 30 minutes, Ouais. mais le fait de trembler va lui permettre que le trauma sorte de son corps Hmm. et de pouvoir continuer à avancer ensuite dans la savane comme si tout allait bien, alors que si elle tremblait pas, si elle faisait pas ça, ben après elle avancerait dans la savane, mais elle serait comme ça, tu vois. C'est en train de se dire, mais est-ce que je peux y aller? Est-ce que je peux pas y aller dans la peur constante? Hmm. Donc si tu regardes les animaux, ils ont leur propre mécanisme pour, euh, pour se libérer des traumas, on va dire, enfin des peurs et des chocs et de ce qui a pu se passer, ben nous, c'est pareil en fait. On a besoin que ça sorte de notre corps, on a besoin que ça sorte de notre Hmm. tête, que ce soit même si c'est le dire à quelqu'un d'autre, ne serait-ce que tu vois, le dire à quelqu'un d'autre, tu vois, je pense à, tu vois, on peut avoir beaucoup de colère pour l'Église, mais un des trucs bien de l'Église, c'était pour certaines personnes de se confesser. Pour certaines personnes, rien que de le dire, c'était déjà Énorme, ouais. mieux-être, tu vois. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a pas forcément, encore une fois, il n'y a pas une manière de le faire, il y en a plein, mais je pense que c'est important que ça sorte, peu importe comment ça sort, pour arriver à la compassion. Et quand tu es dans la compassion, en fait, les choses se font tout seules. Il y en a beaucoup, tu vois, qui parlent du pardon, mais si tu arrives dans la compassion, tu n'as même plus besoin de pardonner. Ok. C'est important ça comme données. Quand tu arrives dans la compassion, tu n'as plus besoin de pardonner. Et la compassion, tu peux pas la faker, tu peux pas faire semblant d'être dans la compassion. Pour avoir essayé, ça ne fonctionne pas. Et c'est là où tu parlais du rythme. C'est accepter son propre rythme, accepter la durée de ce travail, que c'est peut-être même pour ça qu'on est venu s'incarner sur cette terre et, euh, et pallier justement, tu parlais des animaux dans la nature, bah, je pense aussi que c'est là où le monde d'aujourd'hui occidental devrait reprendre et est en train de reprendre des repères un petit peu des gens qui ont une vie un peu plus traditionnelle, comme en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, où tout est ritualisé. Mais tu vois, tu parlais qu'aujourd'hui, tu étais un peu triste qu'on soit pas autant connecté à nos ancêtres que dans certaines cultures. Bah, c'est pareil, en fait. Moi, des fois, ça me rendait triste de voir que bah, aujourd'hui, on n'avait pas de rituel. Que si t'étais pas un danseur, un artiste, bah, t'avais pas le droit de danser, de bouger. Alors que, comme tu l'as si bien dit, bah, des fois, tu as besoin de trembler, de bouger pour faire évacuer des choses. Donc le rapport au corps est extrêmement important pour faire évacuer certaines choses et que dans nos mondes d'aujourd'hui, à part se lever, prendre le métro, aller travailler, aller boire un verre le week-end, aller au cinéma, on n'utilise pas notre corps pour faire d'autres choses. Donc je pense que tu as souligné un point super important, c'est que
j'aime pas employer le mot faux, mais il serait important de créer des sociétés qui aujourd'hui prennent vraiment conscience qu'il faut retourner finalement à l'art pour la guérison, quoi. Ce que j'appelle l'art, c'est le fait de bouger, de s'étirer, de crier, c'est des vibrations en fait, tout ça. Et ne pas voir ça comme un truc de sauvage, tu sais. Moi, j'ai grandi en France, donc quand j'étais petite, c'est pour moi les Noirs, c'est des sauvages. Ils crient, ils font ceci, ils font cela. Tu sais, les Indiens, on faisait oh, on se moquait d'eux comme ça quand on était petits, etc. Alors qu'en fait, ce qu'on comprenait pas et ce qu'on voulait pas nous faire comprendre, c'était qu'ils étaient en train d'évacuer, de libérer et par des rituels des choses extrêmement importantes que nous qu'on n'a pas fait, quoi. Tu vois. Et bien mieux que nous. Et bien mieux que nous, ouais. Donc je pense que ça, c'est un vrai modèle aussi de comment travailler sur soi, c'est de s'accompagner de pratiques ouais, corporelles, quoi. Et est-ce que tu dirais est-ce que tu pourrais nous expliquer comment le karma, la notion de karma rentre en ligne par rapport justement à ce que tu nous as expliqué sur les croyances et maintenant les lignées transgénérationnelles? Parce que j'imagine que c'est bien connecté, mais pour bien qu'on comprenne la place du karma dans les croyances, qu'elles appartiennent à nos ancêtres, qu'elles appartiennent à notre enfance, en quoi cette notion existe? Alors, pour moi, le karma, ça peut être très vite mal interprété parce que, tu vois, souvent dans l'expression populaire, c'est ton karma, tu vois, t'es puni maintenant parce que tu as fait du mal à Ouais, quelqu'un d'autre. Euh, pour moi, le karma, c'est pas du tout ça. Enfin, le karma, bah, là, pour moi, ce serait une autre catégorie de bagage. ok. Euh, mais pour moi, le karma, c'est si tu pars du principe que les vies passées existent, parce faut aussi partir de ce principe-là. Si tu ne penses pas que les vies passées existent, le karma ben, on ne peut pas vraiment en parler. Le karma, c'est vraiment ça, c'est souvent lié avec le concept de réincarnation et de vie Hmm. passée. Le karma, pour moi, c'est ben, de la même manière que les ancêtres t'ont passé des bagages pour que toi, tu finisses d'apprendre ce qu'ils ont besoin d'apprendre. Ben, pour moi, dans des vies passées, tu as commencé à apprendre des choses que tu n'as pas fini d'apprendre ici. Euh, dans Theta Healing, on dit que ces choses que tu es censé apprendre, ce sont des vertus. Et que dans chaque vie, tu viens apprendre des vertus différentes. Et ben, le karma, c'est ben, si tu n'as pas résolu un truc dans une vie passée, ben, tu vas te retrouver avec le bagage, entre guillemets, pour finir, clore le dossier, la leçon qui a besoin d'être clos. Donc, si par exemple, dans une vie passée, il y a un truc que tu n'as pas fini avec quelqu'un, peu importe quelle est la leçon que tu dois apprendre avec cette personne, mais si c'est pas fini, ben on part du principe que tu vas la rencontrer dans cette vie ici pour pouvoir finir ce que tu avais commencé à apprendre avec. Même si tu t'en souviens pas consciemment, le but c'est aussi de faire confiance que la vie va t'emmener exactement ce que tu as besoin de travailler, même si tu... En fait, le truc c'est que c'est là où je trouve que la vie est belle, c'est que même si tu travaillais pas sur toi, la vie mettrait sur ton chemin tout ce que tu as besoin pour travailler sur toi. Donc, je pense que cette personne, si tu n'as pas fini ce que tu dois faire, bah, tu vas la retrouver dans cette vie pour finir ce que tu dois apprendre ou faire avec, échanger avec cette personne. Donc, pour Est-ce moi, que le par karma, c'est un bagage de est- vie passée. est-ce que par comprendre ce que tu dois résoudre, etc., est-ce que tu parles de déconstruire certaines croyances? Oui, oui. Ok. J'essaie de te trouver un exemple qui serait juste, tu vois, mais si je prends... ok. Je sais pas combien on a de gens qui sont dans la guérison, qui nous regardent ou des choses comme ça, mais si vous êtes dans la guérison, ça va vous parler. Mais si dans une vie passée, par exemple, tu as été un guérisseur et très probablement ça s'est mal terminé, parce que l'histoire nous montre que c'est mal terminé pour beaucoup de guérisseurs, ben, tu peux très bien te dire dans cette vie, ben, au moment où tu es appelé à aider les autres et à faire des soins sur les autres, ben, peut-être que cette vie passée-là, elle va être réactivée. Et tu vois, c'est un truc en toi qui va dire ah non, 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 mais n'y va pas, c'est dangereux. La dernière fois que tu as fait ça, t'es mort brûlé. Pourquoi tu y vas? N'y va pas, tu vois. Et il y a un truc qui fait. Et certes, c'est ce qui s'est passé, mais
Mais souvent, ça s'est passé pour mille autres raisons. C'est pas parce que tu as guéri les gens. Souvent, ça s'est passé parce que les gens ont eu peur de toi, ou tu as dit un truc qui leur a fait peur, ou les gens avaient euh, quelque chose contre toi qui fait que. Et du coup, si tu viens voir ce qui s'est passé, que tu viens changer les croyances autour, ben là, dans cette vie, bah, tu peux de nouveau être guérisseur en ayant plus cette croyance que tu vas finir sur le bûcher si tu t'y mets, quoi. Ok. Bah, je pense pour n'importe qui écouterait, c'est compréhensible, ouais. Ce que tu viens de dire. Mais ce qui était important pour moi, en te posant cette question, c'est de comprendre que tous ces concepts sont super reliés, en fait. Ouais, Tu vois? Parce que souvent, aujourd'hui, quand on s'éduque, qu'on rentre dans la spiritualité, c'est ce que je disais, tu sais, on apprend, ok, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Mais après, quand on est lâché dans la nature de notre quotidien, c'est comment vivre avec toutes ces notions, comment elles sont reliées. Parce que le nombre de personnes qui pourraient te parler de, je sais pas moi, du transgénérationnel, de ce que c'est incroyablement bien, et dans leur quotidien qui ne verraient pas en quoi ça influe, par exemple, tu vois, leur vie. Et pareil, combien de gens savent ce que c'est qu'une croyance limitante, mais qui dans leur quotidien vont agir et ne vont pas se dire à un moment donné, ah bah tiens, j'ai agi comme ça à cause de ma croyance limitante. Et de comprendre comment ça s'intègre dans la multidimensionnalité de l'être humain, en fait, quoi. Et justement, là, tu parlais de karma. Enfin, personnellement, c'est la dernière notion que j'aimerais aborder en termes de définition. Tu parlais de karma, de vie antérieure, etc. Et donc, moi, je sais automatiquement que tu fais référence aussi à la notion d'âme. Euh, Est-ce que tu pourrais, du coup, attention, Nina, nous définir, si c'est possible, ce que c'est qu'une âme? Euh, Ouais, je crois que je vais m'arrêter là. alors, j'ai pas de meilleure explication que c'est une collègue d'hypnose qui avait fait un dessin que je trouve qui illustre bien. C'est si tu imagines le soleil comme les enfants le dessinent, tu sais, un cercle avec des branches qui partent du Mhm. cercle et des rayons. Ben, pour moi, c'est ça l'âme. C'est-à-dire que pour moi, l'âme, c'est le cercle qui représente le soleil. Et en fait, tu pourrais imaginer qu'à chaque branche au rayon du soleil, ben, il y a un corps qui est, par exemple, ben, là, il y a toi dans le corps d'Ifé, moi dans le corps de Nina, mais peut-être qu'une autre branche, ben, c'est peut-être moi au Moyen Âge, puis c'est peut-être moi à la Renaissance, et peut-être moi dans le futur d'ailleurs. Et c'est comme si ce qui fait qu'on est tous reliés, c'est l'âme. C'est comme si, ben, du coup, une partie de ton âme est incarnée dans ce corps, mais elle est aussi incarnée dans dans d'autres corps à d'autres époques et d'autres moments. Donc, pour moi, le meilleur terme qui se rapproche, parce que l'âme, du coup, c'est pas un truc qu'on peut toucher ou quoi que ce soit, pour moi, ce serait l'essence. En philosophie, tu sais, si tu regardes la philosophie, quand tu apprends les philosophes à l'école, tu vois, ils te Ouais. parlent d'essence des choses. Ben, tu vois, pour moi, l'âme, c'est notre essence à nous. C'est quelque chose qui s'infuse, qui est immatériel, qui est énergétique, mais qui est vraiment au centre de chacun et qui fait le pont entre toi et tes vies passées et qui est relié, j'ai envie de dire relié à la source, mais si je dis relié à la source, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais qui est relié, en fait, qui vient de cette énergie universelle. Si je prends, tu vois, dans d'autres civilisations, on parle du chi, on parle du prana, on parle de tout ça. Pour moi, c'est fait de ça, en fait, de cette énergie universelle qui est impalpable, mais qui est là tout autour de nous. Ok. Et en quoi tu dirais que finalement, de maîtriser un peu mieux cette notion d'âme dans nos sociétés d'aujourd'hui, enfin, on en parle, à part les philosophes dont tu as parlé, on n'en parle pas du tout pareil à l'école, etc. On ne parle pas de l'âme, de ce que c'est, etc. Mais en quoi ça serait bénéfique pour nous de se rapprocher un petit peu de ces connaissances pour changer sa vie, pour changer son quotidien, pour changer ses croyances. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Quel est le lien un petit peu entre le fait d'être un petit peu plus informé sur enfin, sur qui nous sommes finalement, tu vois, en termes spirituels, en termes d'essence, si le mot parle plus, je vais parler plus d'essence que de spiritualité, mais
en quoi il serait plus bénéfique pour notre avancée en tant qu'être humain, que ce soit individuel ou en termes de collectif, de se rapprocher un peu de ces notions d'âme, d'essence, etc. Comment ça peut nous impacter positivement, tout ça, tu vois. Ouais. Alors, Je sais que c'est deep comme question, hein, mais ouais, ouais, ouais. prends ton Il y a une temps. personne qui va répondre par une blague, mais je vais Vas-y. Ok, je vais le dire comme ça, tu vois, je pense qu'on croit tous en quelque chose. Je pense que même les gens qui sont athées, ben, leur religion, c'est la science. Euh, donc je pense qu'on croit tous en quelque chose, mais si moi j'ai grandi dans une famille athée et avoir une spiritualité maintenant qui est la mienne et qui m'est propre, le fait de croire en quelque chose, ça me simplifie tellement la vie. Tu vois, je vois quand je fais des séances sur des gens qui croient en rien, ben je galère. C'est beaucoup plus dur de travailler sur ces gens-là que les gens qui croient en quelque chose. Pour la simple raison qu'à partir du moment où tu penses que ton âme existe, bah, déjà tu te sens moins seul, tu te sens plus connecté avec le reste, euh, mais ça te donne confiance en la vie et foi en la vie. Et ça, si tu crois en rien, c'est très compliqué c'est très compliqué d'avancer dans le monde en te disant que la vie, elle est contre toi. Alors que pour moi, la spiritualité, c'est ce qui vient te donner la foi. Et pour moi, la foi, c'est tellement Hmm. important. J'ai envie de dire, peu importe en quoi tu crois, enfin, moi, je m'en fous, tu vois, ça n'a pas d'importance, mais avoir la foi, ça t'aide, pour moi, ça t'aide dans ton quotidien, juste à avancer sans être tout le temps dans la peur, en fait. Euh, Hmm. je sais pas si du coup j'ai répondu à tes questions, mais c'est ça qui m'est venu, tu vois, c'est pour moi, ma spiritualité me permet d'avancer en confiance, me permet d'avancer en sachant que bah, la vie, elle est là pour moi. Et un peu comme, bah, je pense, j'en sais rien parce que je suis pas dans la tête des animaux, mais tu vois, mais je me dis que les animaux, ils doivent avoir ça. Même s'ils comprennent pas encore le passé, présent, futur, je pense qu'ils doivent avoir la foi dans le fait que ben, la nature, eh ben, elle va pourvoir à leurs besoins, qu'ils vont pouvoir trouver un abri, qu'ils vont pouvoir trouver à manger, que voilà. Et je pense que les gens qui se sont coupés de ça, ben, se coupent de choses merveilleuses, en fait. De choses merveilleuses qui leur simplifieraient la vie. Euh, voilà. Ne serait-ce que l'ouverture à améliorer sa vie et à travailler sur soi, quoi. Mais je trouve ça magnifique ce que tu as dit parce que je pense que, alors, je suis ni politicienne, je ne le serai jamais, je suis IFE et à ma propre échelle, bah, j'aime contribuer à mon mieux-être et à partager au maximum. Et je pense que toi aussi, Nina, et la plupart des gens, bah, sûrement qui nous regardent et qui nous regarderont en replay, je pense que c'est l'objectif quand on a des intentions pures et que qu'on est appelé par l'amour malgré les challenges, malgré nos ombres, etc. Euh, L'amour en termes d'énergie, pas en termes de sentiments. Euh, et je trouve que ce que tu as dit, c'est hyper important parce que moi qui ne parle pas du tout des sujets politiques, qui ne parle pas des sujets en général, même, tu vois, quand je vais boire un verre et tout, je suis pas très sujet sociétal, etc. Je suis quand même, bah, comme tout le monde, je suis quand même attristée de voir que, bah, tu vois, il y a des guerres, qu'il y a des choses qui se passent, qu'il y a des enfants qui sont affectés, que même si c'est pas, tu vois, là où je vis, que, bah, le monde, même s'il y a plein de belles choses qui se passent, parce qu'il faut pas enlever toutes les belles choses qui sont en train de se passer et d'évoluer, elles sont très importantes et je garde mon regard dessus, bah, qu'il se passe aussi des choses qui sont dramatiques et aussi tout simplement dans nos quotidiens à chacun respectivement. On peut tous affirmer qu'on voit de plus en plus de gens qui sont malheureux dans leur quotidien, qui souffrent de dépression, qui vont mal, qui n'arrivent pas à se résoudre, qui tombent dans des travers pour pallier à des solutions qu'ils n'ont pas. Euh, et je trouve que ce que tu viens de dire, c'est énorme parce que au-delà de convaincre, parce qu'on n'est pas là pour ça, qu'il est important de se reconnecter à des notions essentielles telles que l'inconscient, le monde intérieur, la spiritualité, l'âme, le transgénérationnel, les croyances, les mémoires, euh, c'est aussi pour se donner une chance à soi-même et en tant que collectif à notre évolution
de pas vivre dans la peur et dans la scarcité, tu vois, d'être bloqué à répéter les mêmes choses qui nous emmènent vraiment vers des énergies très basses, quoi. Donc j'ai trouvé ça beau vraiment que tu parles de ça, que tu dises que en fait au bout d'un moment il faut ouvrir les yeux et se dire que la vie elle est pas contre nous malgré les bagages avec lesquels on part qui peuvent être très profonds, mais que la vie elle peut être très belle, mais qu'il faut peut-être se reconnecter à des notions euh, auxquelles on n'a pas été éduqué, tout simplement, quoi. Et donc, c'était un petit peu pour ça, enfin, c'est pour ça que je trouve que ce que tu fais est incroyable, que ce que la plupart des praticiens dans différentes techniques font est incroyable et que bah, le pouvoir juste d'en parler, tu vois, hors contexte qu'une formation ou que un sujet en particulier, mais d'en parler juste de manière simple et ouverte et libre, juste comme des choses importantes parce que voilà, si quelqu'un de longue date tombait sur notre live, il va se dire mais de quoi elle parle? Mais elles sont pas du tout rattachées au quotidien. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est pas ça qui va me payer mes factures. Mais attends, moi j'ai un gosse à nourrir. Tu vois ce que je veux dire? On prend ces sujets à part quand je répète, c'est encadré dans le terme de c'est une formation Theta Healing, c'est une séance de sophrologie, c'est un atelier méditation. Donc là tout va bien, on peut faire ce qu'on veut, mais d'en parler juste librement comme des notions importantes auxquelles il faut qu'on s'éduque parce que pour le moment, c'est pas encore l'école qui le fait et les foyers non plus. Bah, je trouve que c'est encore hyper limité aujourd'hui et c'est pour ça que je voulais avoir cette discussion aujourd'hui avec toi pour bah, si ça peut infuser un petit peu d'espoir, un petit peu de force à des gens qui n'ont pas cette foi, qui n'ont pas encore ce regard sur la vie, qui sont encore coincés dans des carcans et des schémas bah, lourds et qui du coup font que bah à part voir la vie comme bon bah je vais payer mes factures, faire de l'argent, élever mes enfants et il y a rien d'autre, de toute façon la vie c'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc une phrase aussi simple que ce que tu as dit quand tu as dit bah avoir retrouver la foi, de se retourner vers soi et de se dire que bah la vie c'est pas que les peurs et qu'elle est pas tout le temps contre nous. Bah je trouve ça hyper important, quoi. Donc merci, merci de tes mots, parce que je sais qu'ils ont une portée beaucoup plus grande que ce qu'on ne pense. Donc voilà, merci d'être toi et de nous infuser cette belle lumière. Ben, de rien, avec grand plaisir. Et à ce que tu dis, j'ai juste envie de rajouter que c'est pas venu du jour au lendemain pour moi. C'est des choses qui se sont construites au fur et à mesure. Comme je disais, je croyais pas dans les vies passées, mais maintenant, à l'heure actuelle, il m'est arrivé tellement de trucs étranges que je peux pas ne pas y croire. Mais, euh, mais en fait, ta foi, elle va se construire aussi sur son propre chemin, en fait, avec ce qui va nous arriver et ce qui peut arriver, quoi. C'est pas un truc c'est pas un interrupteur que tu allumes, c'est quelque chose qui se construit pierre après pierre, j'ai envie. Ouais, tout à fait. Et puis moi, c'est en commençant ce travail sur moi que j'ai pu rencontrer des âmes comme la tienne et plein d'autres qui m'ont beaucoup apaisée, que tout l'apaisement que j'ai pas trouvé à l'école ou dans mes amis de l'époque ou tu vois dans mon quotidien, bah c'est en commençant ce travail certes seul, mais en commençant ce travail sur moi-même, bah peu à peu, progressivement, comme tu dis, j'ai connu des âmes comme la tienne et votre douceur, votre bienveillance, votre amour bah, m'a permis de progresser sur ce chemin aussi. Donc, tu vois, on parlait de travail individuel, mais il faut pas s'inquiéter parce que sur le chemin, il y a quand même des ressources qui viennent à nous, quoi. Complètement, complètement, complètement. Et puis c'est une question d'intention. Si tu demandes à voir certaines choses, les choses vont arriver en fait. Ouais, tout à fait. Mais bon, pour ça, faut y être ouvert à y croire. Oui, on est bien d'accord. Bah écoute, Nina, si t'as rien d'autre à ajouter ou si tu veux, t'as quelque chose d'autre que tu veux partager, en tout cas pour moi, je suis hyper contente de tout ce dont on a parlé et couvert. Je pense que pour n'importe qui regarderait ce live, qui va d'ailleurs être en replay, euh, ça pourra donner des bonnes bases, des bonnes notions de ce qui pour moi est la réalité de la vie personnellement, même si je sais que je vis
en décalage avec ce qui se passe dans les grandes villes au quotidien. Et voilà. Merci à vous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. Oui, complètement. Merci à toutes les personnes aussi qui vont me regarder en replay. Si vous avez tenu jusqu'au bout, c'est top. Bah, ça c'est sûr, c'était tellement intéressant. Attends. Cool. Vous pouvez retrouver Nina sur sa page. Vous la trouverez dans ma page. Elle donne des formations pour devenir praticien en Theta Healing. Je pense qu'elle l'a mentionné en début du live, mais elle fait aussi, je pense, encore des consultations de Theta Healing. Complètement, oui, oui, oui. Je fais toujours des séances individuelles, privées. Donc, on peut prendre des séances En avec moi ligne. pour faire des formations. En ligne, c'est tout en ligne parce que je suis en Angleterre en ce moment. La vie a fait que, voilà, je me retrouve ici. Mais oui, et puis c'est même possible de prendre juste un appel pour discuter avec moi si on n'est pas sûr, les appels découvertes. Enfin, voilà, il y a plein de choses possibles. Alors moi, enfin là, je fais pas de la promo ni du marketing, hein, on n'est pas là pour ça sur ce live surtout, mais vraiment à tous les gens qui ne la connaissent pas du coup, qui viennent de par ma page, euh, je vous conseille même de prendre ce rendez-vous même en discussion parce que franchement, vous allez ouvrir une porte dans votre vie qui va vous mener vraiment vers beaucoup, beaucoup de progrès et donc, n'hésitez pas vraiment. Moi, ça a été vraiment life-changing, mon passage Theta Healing, même si aujourd'hui j'en pratique moins. Donc, n'hésitez pas à contacter Nina, même si c'est la première fois de votre vie que vous parlez à quelqu'un de choses un peu profondes et tout. C'est vraiment la bonne personne pour vous sentir en sécurité, compris, entendu. Et vous ne serez pas chelou, vous ne serez pas bizarre. Elle est hyper ouverte. Dernière petite notion aussi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent ou qui suivent la page Yota, qui viennent de cultures normales, enfin notamment africaines comme moi. Et je sais que des fois, on est un peu réticent à aller parler à quelqu'un qui n'est pas noir ou qui n'est pas de la communauté, etc. Et justement, au contraire, avec Nina, c'est quelqu'un qui est hyper compréhensible de toutes les cultures, parce que justement, elle travaille au niveau de l'âme, de l'essence, de l'énergie. Donc vraiment, je trouve que c'est vraiment une très belle aller en profondeur. Voilà. Merci pour ces Nina, je te fais recommandations. des gros bisous. Oui, gros bisous. J'étais trop contente d'être là avec toi et je suis trop contente que d'autres personnes vont découvrir ton compte aussi par ce live. Donc voilà, et voir tous tes autres lives parce que je pense que ce que tu es en train de faire, c'est vraiment une très très belle démarche. Donc je te Merci. soutiens à 1000% et voilà, trop cool. Merci beaucoup.